Je m'appelle Marcus Chin, et j'ai 24 ans. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire de pardon ou de seconde chance. C'est l'histoire du moment où mes parents ont réalisé qu'ils avaient jeté quelque chose d'inestimable, parce qu'ils n'arrivaient pas à voir au-delà d'une étiquette de prix. C'est l'histoire de cette nuit où mon père, debout dans une foule de 800 personnes, m'a regardé devenir tout ce qu'il avait juré que je ne serais jamais. Avant de vous parler de cet événement de lancement, quand la voix de papa s'est brisée en essayant de m'appeler et que je suis passé devant lui comme s'il était invisible, je dois vous ramener au début. Retourner à la maison de Willow Creek Drive, où mes parents ont calculé ma valeur au euro près, et ont décidé que je n'étais pas un investissement rentable. J'ai grandi dans une banlieue de classe moyenne de Seattle, le plus jeune de 2 enfants. Mon frère aîné, David, avait 17 ans quand cette histoire commence. Un élève avec que des A, capitaine de l'équipe de baseball du lycée, déjà accepté à Stanford avec une bourse d'études partielle. Il était tout ce que nos parents voulaient, naturellement doué, motivé, impressionnant sur le papier. J'étais tout le contraire. J'avais des difficultés à l'école, surtout en lecture et en mathématiques. Ce que nous n'avons su que bien plus tard, c'est que je souffrais de dyslexie et de TDAH non diagnostiqués. Tout ce que mes parents voyaient, c'était un gamin qui avait constamment besoin d'aide, de soutien constant, de ressources constantes, juste pour maintenir des B et des C. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, demandait ma mère, Patricia, au moins une fois par semaine. David n'a jamais eu besoin de tuteur. David n'a jamais eu besoin d'aide supplémentaire. Pourquoi faut-il que tu rendes tout si difficile? Mon père, Richard, était plus direct. Nous payons 200 € par mois pour du tutorat, et tes notes sont toujours moyennes. Ça fait 2400 € par an pour de la médiocrité. Sais-tu ce que cet argent pourrait rapporter si nous l'investissions? Le seul domaine où j'excellais, c'était la musique. J'avais commencé les leçons de piano à 6 ans. Et si j'avais du mal à lire des livres, je pouvais lire la musique comme je respirais. Mon professeur de piano, le professeur Elena Vasquez, disait que j'avais un don, que mes doigts comprenaient l'émotion d'une manière qui ne pouvait pas s'enseigner. Marcus ressent la musique, a-t-elle dit à mes parents lors d'une de leurs rares apparitions à un récital, quand j'avais 11 ans. Il a un talent véritable. Avec la bonne formation, il pourrait. Combien coûte la bonne formation, a interrompu mon père. Le professeur Vasquez a semblé surprise. Eh bien, s'il veut poursuivre cela sérieusement, il faudrait qu'il passe à 2 sessions par semaine, participe à des concours, et envisage éventuellement un programme pré-conservatoire. Donc, des milliers de euros pour un passe-temps. La voix de ma mère était plate. Il a à peine la moyenne à l'école. Nous n'allons pas financer une chimère. Mais ils ont continué à payer pour les leçons hebdomadaires, principalement parce que c'était la seule chose qui me gardait tranquille et loin des ennuis. Le piano est devenu mon refuge. L'unique heure de chaque semaine où je n'étais pas stupide, où je ne luttais pas, où je n'étais pas une déception. Le professeur Vasquez avait la cinquantaine. Une ancienne pianiste de concert argentine, qui avait déménagé aux États-Unis pour enseigner. Elle avait des yeux sombres qui ne manquaient rien, des cheveux parsemés de mèches argentées qu'elle portait en un chignon élégant, et des mains qui pouvaient extraire de la magie de n'importe quel clavier. Elle vivait seule dans une belle vieille maison près de l'université, entièrement dédiée à ses élèves. « Tu as quelque chose de spécial, Marcus », me disait-elle chaque semaine. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Quand j'ai eu 14 ans, le ressentiment de mes parents avait atteint un point de rupture. David terminait sa première année à Stanford, et les factures s'accumulaient malgré sa bourse. Je peinais toujours en 4e, j'avais encore besoin de tutorat hebdomadaire à 50 € de l'heure, et je leur coûtais toujours de l'argent pour un retour sur investissement minimal. C'est littéralement comme ça que mon père le formulait, retour sur investissement minimal. C'est arrivé un mardi d'avril. Je suis rentré de l'école avec mon bulletin. 3B, 2C, et 1D en algèbre. Je m'étais en fait amélioré par rapport au trimestre précédent. Le tutorat aidait, mais tout ce que mes parents voyaient, c'était le D. Mon père m'attendait dans le salon quand je suis entré, ma mère à côté de lui sur le canapé. David était là aussi, rentré pour les vacances de printemps, l'air mal à l'aise. « Assieds-toi, Marcus », a dit mon père. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'eux, l'estomac déjà noué. Nous avons fait quelques calculs. Mon père a commencé à sortir une feuille de calcul, car bien sûr, il avait une feuille de calcul.
Depuis que tu as commencé à avoir des difficultés à l'école primaire, nous avons dépensé environ 47 000 € pour ton éducation au tuteur, spécialiste de l'apprentissage, tests, programmes supplémentaires, fournitures. 47 000 €. Sais-tu ce que David nous a coûté pendant la même période? Peut-être 5 000 €. Et la plupart de ça, c'était pour des programmes d'enrichissement qu'il a choisis, pas pour de l'aide de rattrapage dont il avait besoin. Richard, a dit ma mère doucement, mais elle ne l'a pas arrêté. Tu ramènes des C et des D malgré tout cet investissement, a-t-il continué. Pendant ce temps, David est à Stanford et maintient une moyenne de 3,9 sur 4. Tes leçons de piano, à elles seules, nous ont coûté 15 600 € en 8 ans. Pourquoi? Pour que tu puisses jouer à un récital par an. J'aime le piano, ai-je dit doucement. Le professeur Vasquez dit. Le professeur Vasquez gagne de l'argent en maintenant ton intérêt, m'a coupé ma mère. Bien sûr qu'elle dit que tu es talentueux. C'est sa source de revenus. Ce n'est pas juste, ai-je protesté. Elle croit vraiment en moi. Mon père a levé la main. Nous avons pris une décision. Nous arrêtons ton tutorat et tes leçons de piano. David a besoin d'argent pour ses candidatures en 3e cycle, et nous devons commencer à épargner pour notre retraite. Nous ne pouvons pas continuer à jeter de l'argent sur un enfant qui ne montre pas de résultats. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé David, qui fixait ses mains, refusant de croiser mon regard. Vous m'enlevez mes leçons de piano? Ma voix est sortie faible, brisée. Tu as 14 ans, a dit ma mère. Assez grand pour comprendre les priorités. Nous avons des ressources limitées, et elles doivent aller là où elles feront une différence. David a un avenir en droit des sociétés ou en commerce. Toi, ça ira. Tu finiras le lycée, tu trouveras un travail normal, tu vivras une vie normale. Tout le monde n'est pas destiné à la grandeur, Marcus. Quelque chose s'est brisé en moi. Le professeur Vasquez m'a offert une bourse. Une bourse complète pour son programme intensif d'été. Elle croit en moi. Une bourse signifie qu'elle te garde accroché, a dit mon père avec dédain. Puis, plus tard, il y a des frais, des coûts de déplacement, des coûts d'équipement. On a déjà vu ça. La réponse est non. Mais la discussion est terminée. Mon père s'est levé. Tu finiras les leçons de piano de ce mois-ci, puisqu'elles sont déjà payées. Mais c'est tout. Et le tutorat s'arrête immédiatement. Tu devras te débrouiller pour l'école tout seul, comme David l'a fait. Si vous appréciez sincèrement cette histoire, s'il vous plaît, considérez d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien m'aide à continuer de créer du contenu comme celui-ci. Je suis allé dans ma chambre et j'ai pleuré pendant des heures. Le piano était la seule chose que j'avais et le seul endroit où je me sentais talentueux, capable, digne et il me l'enlevait parce que ça ne produisait pas les retours qu'il voulait. Cette nuit-là, je les ai entendus parler dans la cuisine. J'étais descendu pour boire de l'eau et je me suis figé quand j'ai entendu mon nom. Peut-être que nous sommes trop durs, disait ma mère. C'est encore juste un gamin. Un gamin qui nous coûte une fortune pour rien, a répondu mon père. Patricia, sois honnête. Penses-tu vraiment que Marcus va faire quelque chose d'extraordinaire? Il est moyen. En dessous de la moyenne, si l'on considère toute l'aide dont il a besoin. Nous ne sommes pas cruels. Nous sommes réalistes. David est notre investissement qui rapporte. Marcus est un investissement à perte. Un investissement à perte. Voilà ce que j'étais pour mon père. Pas son fils, pas une personne de valeur. Un investissement raté. Je suis remonté, j'ai fait un sac à dos avec des vêtements et des essentiels, et j'ai écrit un mot, je comprends que je suis trop cher. Je me débrouillerai seul. Ne me cherchez pas. J'ai quitté la maison à 2 heures du matin et j'ai marché 6 kilomètres jusqu'à la maison du professeur Vasquez. J'ai dormi sur son porche jusqu'à ce qu'elle me trouve à 6 heures du matin, quand elle est sortie chercher son journal. Marcus. Elle était en robe de chambre, les cheveux détachés, l'air choqué. Mais qu'est-ce que? Je lui ai tout raconté. La conversation, la feuille de calcul, les 47 000 €, le fait d'être qualifié des investissements à perte. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Le professeur Vasquez m'a fait entrer, m'a préparé un chocolat chaud, et m'a laissé parler jusqu'à ce que je n'ai plus rien à dire. Puis,
Elle a passé un coup de fil. Oui, Patricia. C'est Elena Vasquez. Marcus est chez moi. Il est en sécurité. Nous devons parler. Mes parents sont arrivés 1 heure plus tard. Ils n'avaient pas l'air inquiets. Ils avaient l'air agacés, comme si j'avais créé un désagrément. Marcus, tu ne peux pas simplement t'enfuir parce que nos décisions ne te plaisent pas, a commencé ma mère immédiatement. Prends tes affaires. On rentre à la maison. En fait, a dit calmement le professeur Vasquez, j'aimerais vous parler à tous les deux d'abord. Marcus, voudrais-tu attendre dans mon studio? Je suis allé dans le studio de musique, une belle pièce avec un piano à queue, des murs tapissés d'instruments et de récompenses, et j'ai fermé la porte. Mais je pouvais tout entendre. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait à cet enfant? La voix du professeur Vasquez était tranchante, en colère d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Lui dire qu'il ne vaut pas la peine qu'on investisse en lui? Qu'il est trop cher à aimer? Vous ne comprenez pas, a dit mon père. Nous avons des ressources limitées et 2 enfants. Nous devons faire des choix. Vous avez une cruauté illimitée. Apparemment, Marcus est un musicien brillant. J'enseigne depuis 30 ans, et je n'ai jamais eu un élève avec son don naturel pour l'interprétation émotionnelle. Il pourrait être extraordinaire. Avec tout le respect que je vous dois, professeur, a dit froidement ma mère, vous êtes partial. Vous voulez continuer à lui enseigner. Je lui ai offert une bourse complète pour mon programme d'été. Sans aucun coût pour vous. J'ai proposé de lui enseigner gratuitement si l'argent est le problème. J'ai tout fait, sauf vous supplier de laisser cet enfant poursuivre son don. Et vous l'arrêtez quand même, parce qu'il n'est pas comme son frère. Il y a eu un silence. Il vous a parlé de l'offre de bourse, a finalement dit mon père. Il essaie de vous le dire depuis des semaines, mais vous n'écoutez pas. Vous êtes tellement concentré sur les feuilles de calcul et le retour sur investissement que vous ne voyez pas votre propre fils. Et maintenant, il est si convaincu qu'il ne vaut rien qu'il s'est enfui à 2 heures du matin, plutôt que de vivre dans une maison où il est traité comme une entreprise en faillite. Nous faisons ce qu'il y a de mieux pour notre famille, a dit mon père, mais sa voix était moins assurée. Non, vous faites ce qui est le plus facile pour vous. Et quand Marcus deviendra quelqu'un d'extraordinaire, ce qu'il fera, avec ou sans vous, vous regretterez chaque mot que vous lui avez dit, chaque euro que vous lui avez refusé. Chaque moment où vous avez choisi le calcul plutôt que la compassion. Est-ce qu'il vous a monté contre nous, a demandé sèchement ma mère. En se faisant passer pour la victime. C'est moi qui me monte contre vous, parce que quelqu'un doit défendre cet enfant. Maintenant, j'ai une proposition. Laissez Marcus rester avec moi. J'assumerai l'entière responsabilité financière. Je couvrirai ses frais de subsistance, son éducation, tout. Vous n'aurez pas à dépenser un centime de plus pour votre investissement à perte. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'ils étaient partis. Vous voulez obtenir la garde, a finalement dit mon père. Si nécessaire, oui. J'ai une licence de parent d'accueil, je l'ai obtenue il y a des années pour d'autres élèves dans le besoin. Je peux rendre cela légal si vous êtes d'accord. Marcus mérite d'être quelque part où il est valorisé. Un autre long silence. Très bien. La voix de ma mère était tendue, défensive. S'il veut gâcher un foyer parfaitement convenable pour une fantaisie, qu'il le fasse. Nous avons fait de notre mieux. Nous lui avons donné des opportunités. S'il est trop têtu pour apprécier ce que nous avons fait. Vous n'avez fait que des dégâts, l'a coupé le professeur Vasquez. Maintenant, sortez de ma maison. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Des pas se sont approchés du studio. Le professeur Vasquez a ouvert la porte, le visage calme, mais les yeux brillants de larmes non versées. Marcus, tu vas vivre avec moi maintenant, si c'est ce que tu veux. Ils m'ont vraiment abandonné, ai-je chuchoté. Oui. Et mon chéri, je suis tellement désolé. Mais leur incapacité à voir ta valeur en dit long sur eux, et rien sur toi. Tu restes ici. Nous allons leur prouver à tous qu'ils ont tort. Et tu seras magnifique. Me fais-tu confiance? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Bien. Maintenant, nous avons du travail. Tu as du talent, mais le talent a besoin de discipline, de structure, de dévouement. Es-tu prêt à travailler plus dur que tu ne l'as jamais fait? Oui. Alors,
commençons. La procédure légale a pris 3 mois. Mes parents ont signé les papiers de garde sans contester, m'abandonnant officiellement. David a appelé une fois pour dire qu'il était désolé, qu'il avait essayé de les en dissuader mais qu'il avait ses examens et ne pouvait pas s'impliquer. Je lui ai dit que je comprenais, mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Il a choisi de ne pas s'impliquer. Mes parents ont envoyé un email après que tout a été finalisé, quand ce rêve de musique s'effondrera et que tu auras besoin d'une vraie aide, n'attends pas de nous que nous te tirions d'affaire. Tu as fait ton choix. Je n'ai jamais répondu. Le professeur Vasquez, j'ai commencé à l'appeler Elena après que l'adoption a été finalisée, a transformé ma vie. Elle a mis en place une routine structurée, école de 8h à 15h, devoirs et tutorat de 16h à 18h, elle a engagé un tuteur spécialisé qui comprenait vraiment la dyslexie, pratique du piano de 19h à 21h, dîner et temps en famille de 21h à 22h. Temps en famille, ai-je demandé la première semaine. Oui, nous sommes une famille maintenant. Nous dînons ensemble. Nous parlons de nos journées. Nous existons en tant que personnes, pas seulement comme professeurs et élèves. Tu as besoin de savoir que tu comptes au-delà de ton talent. Elle m'a fait passer des tests pour les troubles de l'apprentissage et a finalement obtenu le diagnostic de dyslexie et de TDAH. Avec un soutien approprié et des médicaments, mes notes sont montées à des B et des A. Il s'est avéré que je n'étais pas stupide, j'avais juste un cerveau qui fonctionnait différemment. Mais c'est dans la musique que je me suis envolé. Sous la formation intensive d'Elena, j'ai progressé plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Elle m'a inscrit à des concours, et j'ai commencé à gagner des concours régionaux, puis d'État, puis nationaux. À 16 ans, j'avais remporté le concours international de piano pour jeunes artistes, et j'ai joué au Carnegie Hall. Mes parents biologiques n'étaient pas là. David a envoyé un texto de félicitations. Elena était là, en larmes au premier rang, applaudissant debout jusqu'à ce que ses mains soient rouges. « Tu es extraordinaire », a-t-elle murmuré après, en me serrant fort dans ses bras. N'oublie jamais ça. Pendant mes années de lycée, Elena et moi parlions souvent du problème que j'avais identifié, des enfants talentueux de familles à faible revenu qui ne pouvaient pas se permettre des instruments, des leçons ou des frais de programme. Des enfants comme moi, mais sans quelqu'un comme Elena pour les sauver. Pourquoi ne pourrions-nous pas créer quelque chose, ai-je demandé un soir au dîner, quand j'avais 17 ans. Un programme qui donne des instruments et des leçons gratuits aux enfants qui n'en ont pas les moyens. Les yeux d'Elena se sont illuminés. C'est une idée magnifique. Mais cela demande des financements, de l'organisation, des infrastructures. Alors, on commence petit. On lève des fonds. On obtient des dons. On le construit. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Votre soutien compte énormément. Cette conversation a planté une graine. Nous avons commencé à faire des recherches sur les structures à but non lucratif, les modèles de financement, les programmes similaires. Elena m'a présenté à des gens du monde de l'éducation musicale. J'ai passé ma dernière année de lycée à développer un business plan pour ce que j'ai appelé Harmony Bridge, une organisation à but non lucratif qui fournirait une éducation musicale gratuite aux jeunes défavorisés. J'ai été accepté à Juillard avec une bourse complète. Pendant mes 4 années là-bas, à étudier l'interprétation au piano et l'administration des arts, Harmony Bridge est passé d'une idée à une réalité. Elena et moi l'avons officiellement constituée en tant qu'organisation à but non lucratif, de type 501, C3. Durant ma 2e année, nous avons commencé avec un seul programme à Seattle, servant 30 enfants. Au moment de mon diplôme, nous avions des programmes dans 5 villes, servant plus de 500 étudiants. Mais je voulais plus. Je voulais faire de Harmony Bridge quelque chose de transformateur, de national, d'incontestable. Après Juillard, j'ai passé 2 ans à travailler comme interprète et professeur particulier, économisant chaque centime tout en développant Harmony Bridge le soir et les week-ends. Elena avait pris sa retraite de l'enseignement universitaire pour diriger Harmony Bridge à plein temps en tant que directrice exécutive. J'étais fondateur et directeur créatif, m'occupant de la conception des programmes et de la collecte de fonds. Nous fonctionnions avec un budget de 400 000 € par an, entièrement financé par de petits dons et des subventions. C'était suffisant pour servir 800 étudiants dans cette ville. Mais j'avais une vision pour servir 10 000 étudiants. Pour cela, nous avions besoin de beaucoup d'argent. Quand j'avais 23 ans, j'ai assisté à une conférence sur la philanthropie à New York. Lors d'une table ronde sur l'innovation en éducation, j'ai rencontré Victoria Brennan,
une milliardaire de la tech qui avait fait fortune dans les logiciels éducatifs et dirigeait maintenant une fondation axée sur le développement des jeunes. Pendant la réception de réseautage, je l'ai approchée. Madame Brennan, je suis Marcus Chin, fondateur de Harmony Bridge. Nous fournissons une éducation musicale gratuite aux jeunes défavorisés. J'aimerais avoir 2 minutes pour vous dire pourquoi c'est important. Elle m'a regardé, le plus jeune, probablement la 100e personne à lui présenter une idée ce jour-là, et a dit « Vous avez 1 minute. Impressionnez-moi. » J'ai été mis à la porte par mes parents à 14 ans, parce qu'ils ont décidé que je ne valais pas l'investissement. Mon professeur de piano m'a adopté et m'a montré que le talent n'est pas une question d'argent, mais une question d'accès et de conviction. Harmony Bridge a transformé la vie de 800 enfants en 2 ans avec un budget dérisoire. Avec un vrai financement, nous pourrions atteindre 10 000 enfants par an. Des enfants qui deviendront musiciens, enseignants, créateurs. Des enfants qui transformeront leur communauté comme je transforme la mienne. Ce n'est pas juste de l'éducation musicale. C'est un changement générationnel. Victoria m'a étudié un long moment. Où avez-vous fait vos études? Juillard. Bourse complète. Impressionnant. Envoyez-moi votre dossier de présentation. Si les chiffres tiennent la route, nous discuterons. J'ai envoyé le dossier le lendemain matin. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email, rencontrons-nous. Amenez votre directrice exécutive. Elena et moi avons pris l'avion pour San Francisco. Les bureaux de la fondation de Victoria étaient stupéfiants, du verre et de l'acier avec vue sur la baie. Nous avons présenté notre vision, une campagne de capitalisation de 25 millions d'euros pour étendre Harmony Bridge à 30 villes sur 5 ans, servant 10 000 étudiants par an avec des instruments, des leçons et des opportunités de performance gratuits. Victoria a posé des questions difficiles. Elle a remis en question nos modèles de coûts, nos plans d'évolutivité, nos mesures d'impact. Elena et moi avions des réponses pour tout. Nous avions passé des années à nous préparer pour ce moment. À la fin de la réunion de 3 heures, Victoria s'est penchée en arrière dans son fauteuil. J'ai commencé à coder à 12 ans, parce qu'un professeur m'a donné accès à un ordinateur que je ne pouvais pas me permettre. Cet accès a changé ma vie. Je vois la même chose dans votre modèle. Vous n'enseignez pas seulement la musique, vous ouvrez des portes. Je suis partante pour un financement d'amorçage de 15 millions d'euros. Mais je veux 2 choses en retour. Mon cœur s'est arrêté. 15 millions d'euros. 1. Vous restez en tant que fondateur et visage de l'organisation. Cette histoire commence avec vous, et les gens ont besoin de le voir. 2. Vous vous lancez publiquement avec un événement qui met en valeur vos étudiants et raconte votre histoire. Faites en sorte que les gens s'y intéressent. Faites-les donner. Transformez cela en un mouvement. Nous pouvons le faire, a dit Elena, en me serrant la main sous la table. Alors, changeons des vies. Le contrat a été signé en 1 mois. Avec 15 millions d'euros de financement, nous avons lancé un plan d'expansion agressif. Nous avons embauché du personnel, conclu des partenariats avec des écoles et des centres communautaires, et recruté des professeurs de maître. Nous avons conçu un événement de lancement pour 10 mois plus tard, un concert de gala au Seattle Symphony Hall, mettant en vedette des étudiants de Harmony Bridge aux côtés de musiciens professionnels. L'événement marquerait notre lancement national officiel. Les médias seraient là, les donateurs, les politiciens, tous ceux qui comptaient dans les arts et l'éducation. Et d'une manière ou d'une autre, mes parents biologiques l'ont appris. La liste des invités pour le gala de lancement de Harmony Bridge a été soigneusement préparée. 800 invités, y compris des donateurs majeurs, des leaders de l'éducation, des politiciens, des organisations artistiques et la presse. Les billets commençaient à 500 €, avec des tables VIP à 10 000 €. Chaque centime allait au financement du programme. Je n'avais pas pensé à mes parents biologiques depuis des mois. J'avais été trop occupé par les plans d'expansion, les embauches et la préparation de l'événement. Il faisait partie d'un passé que j'avais dépassé. 3 semaines avant le lancement, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas, richard.2847@gmail.com. Marcus, c'est ton père. Nous avons vu les nouvelles concernant le lancement de ton organisation à but non lucratif. Nous sommes très fiers de ce que tu as accompli. Nous aimerions assister à l'événement et te soutenir. Peux-tu nous ajouter à la liste des invités? Papa. J'ai fixé cet email pendant 1 heure entière. Fier?
Soutenir? Où était cette fierté quand ils m'ont traité d'investissement à perte? Où était ce soutien quand ils m'ont mis à la porte? J'ai montré l'email à Elena. Qu'est-ce que je devrais faire, à ton avis? Elle est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu veux faire? Une partie de moi veut leur dire d'aller au diable. Une autre partie veut qu'ils soient là, pour qu'ils voient exactement ce qu'ils ont jeté. Alors, laisse-les venir. Mais Marcus, ils ne seront qu'un visage de plus dans la foule. C'est ta soirée, ta réussite. Ne laisse pas leur présence te voler ta joie. J'ai répondu à l'email, 2 billets seront à retirer au guichet sous vos noms. Les billets coûtent 500 € chacun. On se voit là-bas. Mon père a répondu immédiatement, nous pensions que les billets pour la famille pourraient être offerts. Je n'ai pas répondu à celui-là. La semaine avant le lancement, la couverture médiatique s'est intensifiée. Les nouvelles locales ont diffusé des reportages sur Harmony Bridge. NPR a fait une interview avec moi sur l'accès à l'éducation artistique. Le Seattle Times a publié un profil de l'adolescent abandonné au philanthrope, la mission de Marcus Chin pour rendre la musique accessible. L'article incluait mon histoire. Les parents qui m'ont mis à la porte. Le professeur de piano qui m'a sauvé. L'organisation à but non lucratif bâtie sur la conviction que chaque enfant mérite l'accès à la beauté. C'est devenu viral. Soudain, tout le monde voulait parler de Harmony Bridge. Les dons ont afflué. Le gala a affiché complet, avec une liste d'attente de 200 autres personnes voulant des billets. Mes parents biologiques étaient déjà sur la liste, donc ils avaient leur place. Rangée M, section 2. Pas VIP, pas spécial, juste des participants ordinaires comme tout le monde. La nuit du lancement est arrivée. Le Seattle Symphony Hall brillait de lumière, tapis rouge, photographes, célébrités locales. C'était surréaliste. Ce gamin qu'on avait traité de sans valeur était maintenant le centre de l'attention pour avoir créé quelque chose qui comptait. Je portais un costume noir sur mesure. Elena portait une élégante robe bleu marine. Nous nous tenions dans la zone de réception VIP avant le spectacle, saluant les donateurs majeurs et la presse. Victoria Brennan était là, ainsi que le maire, plusieurs législateurs de l'État et des cadres de grandes fondations. Tu l'as fait, m'a murmuré Elena à un moment donné, les yeux brillants de larmes. Regarde ça. Regarde ce que tu as construit. Ce que nous avons construit, ai-je corrigé. Je ne suis rien sans toi. Le programme était conçu pour être puissant. Première partie, des étudiants de Harmony Bridge jouaient des enfants de quartiers difficiles, de foyers d'accueil, de refuges pour sans-abri, tous jouant des instruments que nous avions fournis, montrant un talent qui serait resté inconnu sans accès. Deuxième partie, des musiciens professionnels rejoignant les étudiants dans un concert collaboratif. Puis, mon discours d'ouverture et le lancement officiel de la campagne. À l'approche du spectacle, j'ai fait une dernière vérification en coulisses. 12 artistes étudiants, âgés de 8 à 17 ans, tous vêtus de tenues de concert formelles que nous avions fournies. Ils étaient nerveux et excités, certains d'entre eux se produisant sur scène pour la première fois. Vous allez être incroyable, leur ai-je dit. Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Pour montrer au monde que le talent n'a rien à voir avec l'argent. Vous en êtes la preuve. Allez-y et jouez comme si cette scène vous appartenait. Ils l'ont fait. La première mi-temps a été transcendante. Une fillette de 11 ans, issue d'un refuge pour victimes de violences domestiques, a joué du Chopin avec une émotion si délicate que les gens pleuraient ouvertement. Un garçon de 15 ans, qui vivait dans sa voiture 6 mois plus tôt, a interprété une composition de jazz originale qui a fait se lever le public. Chaque étudiant était brillant. Pendant l'entracte, je suis resté en coulisses, me préparant pour mon discours. Elena m'a trouvé en train de faire les 100 pas. Ils sont là, a-t-elle dit doucement. Tes parents? Je les ai vus à leur place. Ils ont tous les deux l'air. Je ne sais pas, mal à l'aise. Bien. La deuxième mi-temps a commencé. Des musiciens professionnels du Seattle Symphony ont rejoint nos étudiants pour des pièces collaboratives. L'image était puissante, des artistes de renommée mondiale traitant ces enfants comme des égaux, jouant côte à côte. Cela a fait passer le message que nous voulions, le talent mérite le respect, quelles que soient les circonstances. Puis, c'était l'heure de mon discours. Les lumières se sont tamisées.
Une vidéo a commencé à jouer sur les écrans, des moments forts des programmes de Harmony Bridge, des témoignages d'étudiants et de parents, des statistiques sur l'impact de l'éducation artistique. Puis, ma présentation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le fondateur de Harmony Bridge, pianiste et défenseur de l'équité en éducation musicale, Marcus Chin. Les applaudissements ont été tonitruants alors que je montais sur scène. 800 personnes debout. J'ai atteint le pupitre, j'ai ajusté le microphone, et j'ai regardé le public. J'ai trouvé Elena en premier rang, au centre, déjà en larmes. J'ai trouvé Victoria Brennan, souriant fièrement. J'ai trouvé le maire, les législateurs, les donateurs qui avaient cru en cette vision. Et j'ai trouvé mes parents. Rangée M, section 2. Ma mère avait l'air plus âgée, usée. Mon père avait pris du poids, perdu plus de cheveux. Ils avaient tous les deux l'air dépassés, comme s'ils ne pouvaient pas tout à fait croire que c'était réel. Les yeux de mon père ont croisé les miens. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose. M'appeler par mon nom? Essayer d'attirer mon attention? Mais aucun son n'est sorti. Sa voix s'est brisée en silence, perdue dans l'immensité de la salle. J'ai détourné le regard. Il y a 10 ans, ai-je commencé, ma voix stable et claire, on m'a dit que je ne valais pas l'investissement. Que j'étais trop cher. Que l'argent dépensé pour mon éducation, pour m'aider à poursuivre ce que j'aimais, était gaspillé parce que je ne montrais pas les bons résultats. Le public était silencieux, suspendu à chaque mot. J'avais 14 ans quand mes parents m'ont mis à la porte de leur maison, parce que m'entretenir coûtait trop cher. Ils avaient un autre enfant qui réussissait de manière traditionnelle, et j'étais celui qui avait besoin de tutorat, qui avait besoin d'aménagement. Qui avait besoin de soutien pour poursuivre la musique. On m'a dit que j'étais moyen, en dessous de la moyenne. Un investissement à perte. Je pouvais voir les gens dans le public réagir, jetant des regards autour d'eux, essayant probablement de deviner si mes parents étaient présents. Certains avaient lu les articles de presse et connaissaient cette histoire. Mais une personne a vu quelque chose de différent. Mon professeur de piano, le professeur Elena Vasquez. J'ai fait un geste vers Elena, et le projecteur l'a trouvée. Elle n'a pas vu un coup. Elle a vu un enfant avec du talent et sans soutien. Elle m'a accueilli chez elle, m'a adopté, et m'a donné l'opportunité de poursuivre mon don. Elle a tout investi en moi non pas parce qu'elle attendait des retours, mais parce qu'elle croyait que chaque enfant mérite la chance de découvrir son potentiel. Elena pleurait ouvertement maintenant, la main pressée sur son cœur. Elena m'a appris que l'accès change tout. Que le talent existe partout, mais que l'opportunité, non. Qu'il y a des milliers d'enfants comme moi, des enfants brillants, créatifs, passionnés et qui ne découvriront jamais leur don parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une guitare d'occasion à 30 € ou une leçon de piano à 50 €. Harmony Bridge existe pour changer cela. Pour donner à ces enfants ce qu'Elena m'a donné, une chance. Les applaudissements ont commencé, se transformant en un rugissement. J'ai attendu qu'ils se calment. Ce soir, nous lançons une campagne de 25 millions d'euros pour amener Harmony Bridge dans 30 villes, pour servir 10 000 étudiants par an, pour fournir des instruments gratuits, des leçons gratuites, un accès gratuit au pouvoir transformateur de l'éducation musicale. Nous n'enseignons pas seulement aux enfants à jouer des instruments. Nous leur apprenons qu'ils comptent. Qu'ils valent la peine qu'on investisse en eux. Que leurs rêves sont valides, même s'ils ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du succès. Plus d'applaudissements. Je pouvais voir des gens sortir leur téléphone, probablement pour faire un don. À tous ceux qui ont soutenu Harmony Bridge, nos donateurs, nos bénévoles, nos organisations partenaires, merci. Vous changez des vies. Vous ouvrez des portes. Vous dites aux enfants qu'ils en valent la peine. J'ai marqué une pause, regardant directement mes parents biologiques pour la première fois depuis le début du discours. Et à quiconque regarde, à qui on a déjà dit qu'il ne valait pas l'investissement, vous le valez. Votre valeur ne se mesure pas en euros ou en indicateurs de succès traditionnels. Vous méritez du soutien, des opportunités, et de la confiance. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Le public s'est levé en applaudissant. Le son était écrasant, puissant, validant. J'ai jeté un dernier regard à mes parents. Ma mère pleurait. Mon père était assis, figé, le visage pâle, une main pressée contre sa poitrine comme s'il ne pouvait plus respirer. Autour d'eux,
les gens qui avaient clairement compris qui ils étaient leur lançaient des regards allant de la pitié au dégoût. Ils étaient venus en espérant quoi? De la reconnaissance? Une réconciliation? Une chance de s'attribuer une partie de mon succès? Au lieu de ça, ils ont dû s'asseoir dans une salle pleine de gens qui savaient maintenant exactement ce qu'ils avaient fait. Qui savaient qu'ils avaient abandonné leur enfant parce qu'il était trop cher? Qui savaient qu'ils avaient choisi des feuilles de calcul plutôt que leur fils? J'ai quitté la scène sous une ovation debout. Le reste de la soirée a été un tourbillon de félicitations, de poignées de main, de photos, de donateurs promettant de l'argent, d'étudiants me remerciant. Elena me serrant si fort dans ses bras que j'avais à peine de quoi respirer. « Je suis si fière de toi », a-t-elle murmuré. Si incroyablement fière. Je n'ai jamais parlé à mes parents cette nuit-là. Ils ne m'ont pas approché, probablement trop honteux, trop conscients des regards posés sur eux. Je les ai vus partir tôt pendant la réception, se glissant par les portes latérales comme s'ils s'échappaient. Bien. Le lancement a été un immense succès. Entre le gala et la couverture médiatique qui a suivi, nous avons levé 8 millions d'euros la première semaine. Combiné avec le financement d'amorçage de Victoria et d'autres dons majeurs, nous avons dépassé notre objectif de 25 millions d'euros. En 6 mois, Harmony Bridge s'est rapidement développé. En 1 an, nous avions des programmes dans 25 villes. En 2 ans, nous servions 8500 étudiants par an. L'impact était mesurable et profond, les notes des étudiants se sont améliorées, leur confiance en soi a augmenté, les taux d'inscription à l'université ont grimpé. Nous changions des vies. Mes parents biologiques ont essayé de me contacter exactement une fois de plus. 3 jours après le lancement, j'ai reçu un long email de mon père. Je ne l'ai jamais partagé publiquement, mais je vais en partager des extraits ici. Marcus, je ne sais pas comment commencer. Ta mère et moi étions à ton événement. Nous étions si fiers, mais aussi dévastés. Assis dans ce public, t'entendant raconter notre histoire, voyant ce que tu es devenu, nous avons réalisé l'ampleur de notre erreur. Nous t'avons traité comme une décision commerciale au lieu de notre fils. Nous avons priorisé l'argent sur toi. Nous avons eu tort. Terriblement, impardonnablement tort. Je sais que nous ne méritons pas le pardon, mais je le demande quand même. Pouvons-nous parler? Pouvons-nous essayer de reconstruire? Nous voulons te connaître. Nous voulons faire partie de ta vie. S'il te plaît. Papa. J'ai lu cet email 3 fois. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de tristesse. Juste rien. J'ai répondu par une seule ligne, vous avez fait votre choix il y a 10 ans. J'ai fait le mien ce soir. Bonne chance dans vos vies. Puis, j'ai bloqué l'adresse email. Mon frère David m'a contacté séparément. Il avait vu la couverture médiatique et voulait s'excuser de ne pas m'avoir défendu à l'époque. Nous nous sommes vus pour un café, et il était sincèrement plein de remords. Mais la relation était trop brisée. Nous sommes cordiaux maintenant, nous nous envoyons des emails pour les anniversaires, mais nous ne sommes pas des frères au sens propre du terme. Il est resté avec eux. Il a fait ce choix. J'ai 27 ans maintenant. Harmony Bridge est une organisation reconnue nationalement, opérant dans 35 villes, servant plus de 12 000 étudiants par an avec un budget de fonctionnement de 18 millions d'euros. Nous avons gagné des prix, avons été présentés dans les médias nationaux, et avons changé des milliers de vies. Je me produis encore occasionnellement en concert de bienfaisance, démonstrations avec des étudiants, événements spéciaux, mais ma vraie passion est cette organisation, cette mission. Chaque enfant que nous servons est l'enfant que j'étais. Talentueux mais sans soutien. Passionné mais rejeté. Digne mais on lui a dit le contraire. Elena a 63 ans maintenant. Toujours notre directrice exécutive. Toujours ma mère dans tous les sens qui comptent. Elle se promène dans nos programmes et pleure des larmes de joie en voyant les enfants découvrir la musique comme je l'ai fait. Elle leur dit qu'ils sont extraordinaires. Elle les fait y croire. J'ai appris par des connaissances communes que mes parents biologiques ont divorcé il y a 2 ans. La honte de l'exposition publique a apparemment détruit ce qui restait de leur mariage. Mon père vit seul dans un petit appartement. Ma mère a déménagé en Arizona pour se rapprocher de sa sœur. David prend de leurs nouvelles de temps en temps par obligation, mais même lui admet que la relation est tendue. Ils ont tout perdu en essayant de protéger leur investissement. Pendant ce temps,
le fils qu'ils ont jeté a construit quelque chose qui leur a survécu. Parfois, les gens me demandent si je regrette le discours du lancement. Si je pense que j'ai été trop dur en rendant public l'abandon de mes parents. Je ne le regrette pas. Ce discours n'était pas une question de vengeance. C'était une question de vérité. Il s'agissait de montrer à chaque personne dans cette salle et à tous ceux qui ont entendu l'histoire par la suite que les enfants ne sont pas des investissements à calculer. Ce sont des personnes à aimer, à soutenir, et en qui croire, peu importe le prix. Mes parents m'ont appris ce qu'il ne fallait pas être. Elena m'a appris ce qu'il fallait être. Et Harmony Bridge est le résultat de ces deux leçons. Si vous lisez ceci et qu'on vous a dit que vous étiez trop cher, trop difficile, que vous ne valiez pas l'investissement, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ces gens ont tort. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous coûtez ou ce que vous produisez. Votre valeur est inhérente. Vous méritez du soutien, des opportunités, et une confiance inconditionnelle. Trouvez votre Elena. Trouvez les gens qui voient votre potentiel et qui investissent en vous parce qu'ils croient en vous, non pas parce qu'ils attendent des retours. Construisez quelque chose de significatif avec ce soutien. Et puis, prouvez à chaque sceptique qu'il a tort en devenant exactement qui vous étiez censé être. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Et à Elena, merci de m'avoir vu quand j'étais invisible. D'avoir cru en moi quand on me traitait de sans valeur. De m'avoir appris que l'amour n'est pas conditionnel et que la famille n'est pas une question de biologie. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit, existe parce que tu as dit oui à un gamin effrayé de 14 ans sur le pas de ta porte. Je vous aime, les gars. C'est Marcus Chin, fondateur de Harmony Bridge, qui vous rappelle que chaque enfant mérite l'accès à la beauté, à l'opportunité et à une confiance inconditionnelle. Nous allons continuer à ouvrir des portes jusqu'à ce que chaque enfant ait cette chance. Merci d'avoir écouté mon histoire.